2024 vient à peine de commencer et on se prend déjà la claque de l'année. Pouah, c'est dingue. Bonjour à tous, il va être question de Dune, partie 2, réalisée par Denis Villeneuve. May thy knife chip and shatter. L'histoire après les événements du premier opus, Paul Atreides s'unit à Chani et au peuple des Fremen pour mener la révolte contre l'empereur et les Harkonnen qui ont anéanti sa famille. Devenu un messie mais hanté par de sombres visions, il va devoir faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie en empêchant un terrible futur que lui seul peut prédire. Après un premier volet arrivé dans un moment compliqué, repoussé puis chamboulé par la pandémie, pour malgré tout un résultat très positif, m'avait personnellement laissé quelque peu sur ma faim. Assez bon quand même, faut pas déconner, car ayant posé les bases de l'univers et les enjeux, j'attendais de voir comment Denis Villeneuve allait élever sa mise en scène pour nous offrir un récit digne de ce nom. Sorti aussi dans la difficulté puisqu'à cause de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, d'une deuxième partie qui à la base devait sortir en octobre 2023 si je me souviens bien, est sorti finalement en février 2024. Ce qui aurait pu lui être préjudiciable parce que, comme je l'avais dit, et je généralise pas, le premier volet, même si dans l'ensemble les critiques a été très positives, n'avait pas fait l'unanimité pour autant. Le succès au box-office n'était pas à la hauteur des attentes. Et finalement, les premières images et les premières bandes annonces nous ont rassurés sur la qualité de ce blockbuster au casting 5 étoiles, ne faisant qu'amplifier l'impatience des fans. Et bordel, on a eu raison d'attendre. Denis Villeneuve opérant moins une construction du premier opus qui jouait sur les perspectives tout en lorgnant sur les largeurs qui allaient écraser nos personnages pour mener vers un piège visé sur la maison Atreides. Le cinéaste jette le flou sur les échelles de valeur entre une recherche d'individus liés au complot à travers les différents empires et les différentes familles au sein de ce gigantesque univers dont on n'a encore vu qu'une petite parcelle et dont j'ai hâte d'en voir toute l'ampleur si suite il y a cette quête, cette prophétie que Paul Atreides, dit Muad'Dib, dit Usul, va tenter d'amener pour allier les peuples de Dune à sa cause, sans forcément rationaliser la nature même de son destin. En cela, Paul Atreides, interprété par un Timothée Chalamet habité, questionne sans cesse sa paternité, mais également toutes les possibilités futures que ses visions lui offrent pour tenter de changer le destin du monde, sublimant le caractère mystique et religieux que Frank Herbert questionnait déjà dans son roman, soulignant l'ambition linguistique, le message, pas forcément que par le dialogue, mais surtout par l'aura que Paul Atreides dégage à l'écran, ainsi que les actes qui vont en découler. Les personnages ne sont plus des personnages fonctions, ce qui avait tendance à me gonfler dans le cinéma de Denis Villeneuve, que ce soit Sicario, Premier Contact ou encore le premier Dune, même si cela, pour ce dernier, c'était nécessaire dans la construction du récit, de ce qui allait arriver dans cette suite, et ça se voit très clairement dans cette deuxième partie. Clairement sans temps mort, 2h45 de grand spectacle dans une déflagration dantesque, séquence ultra brutale, bataille où on sent le gigantisme, explosion impressionnante et combat au corps à corps où la douleur se ressent dans le traitement du corps. Et justement, on pouvait craindre un trop plein de grands spectacles et jamais en fait elle ne prend le pas sur les enjeux politiques tant elle gagne en poésie visuelle. Chaque scène est une décharge au spectateur qui développe des questionnements idéologiques et thématique sur le devenir de Paul, mais également sur la possession de la planète Dune. Denis Villeneuve ne se repose pas exclusivement sur les lignes de texte, car adapter littéralement l'œuvre de Frank Herbert est juste impossible. Tant elle repose sur l'imaginaire, les non-dits ou encore le caractère mystique, sans être trop énigmatique, ce qui pourrait ennuyer le visionnage. Et en cela, Dune partie 2 est une grosse réussite formelle et esthétique tant les deux côtés font sens et se mêlent admirablement à l'écran. Une apothéose donnant la sensation d'épique à travers le personnage de Paul Atreides, divisé entre son désir de vengeance et la notion de messie dont la prophétie a été posée depuis des siècles, un parcours biblique dans cette planète désert activant les bases qui avaient été posées dans la première partie, y ajoutant une quantité d'épices pour aller au cœur de l'action. Les pions ont été posés et disposés sur l'échiquier, se permettant enfin de passer aux choses sérieuses, tout en y amenant de nouveaux personnages qui ajoutent un background pertinent, que ce soit l'empereur joué par Christopher Walken qui a l'origine de toute cette conspiration, sa fille jouée par Florence Pugh qui est pas très importante dans le récit, servant plus de voyeur sur ce qui pourrait arriver si Paul accomplit sa destinée, les Ben Gesserit qui agissent dans Londres pour servir leurs intérêts, dont Marco Fenrig, joué par Léa Seydoux, aura un rôle
à jouer en s'étant associé intimement à Feyd-Rautha Harkonnen, le nouveau général et rival de Paul Atreides, revendiquant également le trône, et dont Austin Butler livre une performance tout en puissance. Tout est machination, propagande et dévotion se retournant contre leur propre investigateur, matérialisant une dimension space opéra confortant le spectateur au même doute que Paul. Partagé entre les croyants et les non-croyants dont il doit gagner leur confiance, son amour pour Chani et ses visions de plus en plus inquiétantes, l'aspect religieux nous font découvrir les coutumes des Fremen, s'imbriquant aux sous-intrigues. En cela, Dune deuxième partie n'a jamais peur de partir sur une multitude de thématiques. Le fanatisme, l'écologie, le totalitarisme des Harkonnen, les dérives religieuses sur le rôle de sauveur pour Paul, et bien sûr la protection des ressources par rapport à l'épice. Le tout agrémenté d'une partition sublime de Hans Zimmer. Les sonorités pétantes du compositeur se mêlent cordialement aux envolées lyrique, les scènes de guerre, le fight de Feyd-Rautha sous le joug de son public, sans oublier les chevauchés avec les vers géants, tout sent l'épique à l'image. Bien sûr, on pourrait penser le scénario manichéen puisque Dune est lié au thème du concept développé par Joseph Campbell, développant la thèse que les récits modernes reprennent à chaque fois l'arc narratif de la quête du héros. Certes, Paul reste le vecteur principal, mais Denis Villeneuve gère très bien le destin des personnages secondaires. Jessica, la mère de Paul qui accompagne son destin, Stilgar qui prône la parole du futur Messie, Feyd-Rautha dont l'aspect psychotique lui donne une allure terrifiante qui aurait été agrémentée s'il aurait battu Paul au combat, Gurney Halleck qui attend l'affrontement contre le glossu Rabban pour venger la mort de son roi, mais la véritable force du film, outre le traitement de Paul, reste le personnage de Chani. Zendaya qui m'avait jamais vraiment impressionné auparavant, il livre une partition tout en émotion sur sa relation amoureuse avec Paul, mais également conscient de l'influence de son rôle de Messie et des conséquences que ça peut amener, une grande guerre intergalactique bien au-delà de la possession de Dune. Moins contemplatif, Denis Villeneuve a compris les reproches qu'on lui faisait, et dont je fais partie, et jamais été le plus grand fan du cinéaste, pour opérer un moment de cinéma inouï et nous offrir des images de toute beauté. Le directeur de la photographie, Greg Fraser, qui avait déjà bossé sur le premier Dune, mais également Rogue One, The Creator ou encore The Batman, livre un contraste de couleurs d'une puissance esthétique, acquiesçant à la fois le tragique, le poétique et l'épique. Un cœur émotionnel que j'avais presque jamais vu auparavant chez Denis Villeneuve, contrebalancé entre l'intensité dramatique, les combats d'une orage folle et des explosions qui marquent la rétine. L'immensément petit se mêle à l'immensément grand où on se plaît à démanteler chaque détail et chaque référence. De 2001 avec ses plans de fœtus et ce cosmos qui nous envahit, du Tarkovsky pour l'aspect contemplatif du sable, voire David Lynch qui, je rappelle, avait réalisé la première adaptation en 1984, que je continuerai à défendre. Manipulant son décor, les conflits et les bouleversements philosophiques, Denis Villeneuve nous livre ici l'œuvre de science-fiction la plus aboutie de la décennie. La révolution est en marche et j'ai hâte d'en voir davantage. Pour cela, je vous encourage à aller le voir en salle pour que le succès permettent de pousser la mythologie encore plus loin. En conclusion d'une deuxième partie, et bien la merveille que l'on attendait en traversant avec élégance l'exposition des enjeux politiques et le grand spectacle épique qui en découle. Une maîtrise narrative et visuelle moins mécanique et plus politisée aux multiples niveaux de lecture, résultant d'une épopée plus riche, plus ambitieuse, plus forte en émotion. Un casting au top, une réalisation carrée et un imaginaire dont on espère découvrir encore plus les confins de l'univers créé par Frank Herbert. D'une deuxième partie, et bien la claque annoncée pour s'imposer comme la saga de science-fiction la plus puissante du siècle. Un blockbuster magnifique, une expérience unique comme j'aimerais en voir plus souvent, qui me confirme pourquoi je vais encore au cinéma. Chef-d'œuvre sans hésitation. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.